une de l'actualité Pentecôte 2017 à l'église évangélique La Race des Vainqueurs, la Pentecôte a été marquée par un culte d'intégration. Retour sur la fête des mères, l'ONG Petraroc a organisé une cérémonie de remise de dons à plusieurs veuves de communes d'Abidjan. En Afrique, les candidats indépendants à l'élection présidentielle du Rwanda doivent préalablement obtenir le parrainage de 600 citoyens. Enfin, du sport, une page triste. Le monde du football et la Côte d'Ivoire pleurent le joueur international Tioto Cheikh Ismaël, décédé des suites d'un malaise à l'entraînement. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. Les chrétiens du monde ont célébré la Pentecôte ce dimanche 4 juin 2017. À l'église évangélique La Race des Vainqueurs de l'apôtre Yeo Prosper, la Pentecôte a été marquée par un culte d'intégration et une remise de dons aux mamans. Suivons ce reportage. C'est par une procession en fanfare qu'a débuté le culte d'intégration, culte de la Pentecôte 2017 à l'église évangélique La Race des Vainqueurs. Dans une salle des fêtes de la Maison Blanche d'Abidjan-Koumassi, prise d'assaut par les parents, amis et chrétiens de la Race des Vainqueurs, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église, 73 au total, ont crié leur attachement à Jésus-Christ. L'ensemble de l'église s'est ensuite réjoui dans une louange conduite par un groupe musical bien inspiré. Si la Pentecôte marque l'avènement du Saint-Esprit, elle est également la célébration de la naissance de l'église. Pour l'apôtre Yeo Prosper, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église doivent en connaître le sens. Nous, en tant qu'église, nous devions continuer de célébrer la Pentecôte parce que c'est là que l'église de Christ est née. L'église de Christ apôtres du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Actes 2, c'est là que cette église-là est née au jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour, chaque fois que nous fêtons la Pentecôte, nous sommes en train de commémorer la fête, si vous nous prenez, de l'indépendance de l'église. La fête, la naissance de l'église du Christ. Donc aujourd'hui, c'est une grande célébration. Et quand vous lisez Pentecôte, le 10-50. En 50, quand vous lisez dans la Bible, le chiffre 50 parle du jubilé. Et le jubilé, c'est un temps de relâchement, c'est un temps de liberté, c'est un temps d'affranchissement. Il priait, il disait, après 10 jours, il n'avait plus de force. Mais quand le chien est appelé, la chair s'est renouvelée. Quelque chose va se renouveler encore. 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 Après ce riche message et un temps de ministère pour sceller une alliance nouvelle par le Saint-Esprit, des certificats de baptême et cartes de membres ont été remis aux nouveaux baptisés et nouveaux membres. L'église La Race des Vainqueurs et l'apôtre Yeo Prosper ont également profité de ce culte spécial pour célébrer les mamans en leur offrant des dons. L'apôtre Yeo Prosper, fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, revient ici sur le sens profond de ce culte d'intégration, culte spécial de la Pentecôte. Nous croyons que nous sommes l'église de la fin des temps qui veut rassembler les élus de Dieu pour le ciel, car Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est en cela qu'au sein de l'église, quand il y a des nouveaux membres qui arrivent, nous organisons une fête, une célébration pour leur souhaiter officiellement la bienvenue au sein de leur église. Et je peux dire que choisir le jour de la Pentecôte pour le faire est encore beaucoup symbolique parce que c'est à la Pentecôte que l'église de Christ est née. L'église de la Pentecôte, l'église des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, à la Race des Vainqueurs, nous marchons à l'image et sur les traces de cette première église qui a existé, l'église apostolique. À la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, le culte spécial de Pentecôte a été dédié à l'effusion du Saint-Esprit selon Acte 1, le verset 8. Voici un compte-rendu de cette cérémonie. La célébration de la Pentecôte 2017 a été dédiée à l'effusion du Saint-Esprit à la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. À cette occasion, le peuple de Dieu s'est longuement disposé dans la prière. La présence de nombreux chantres dont les prestations ont rehaussé ce culte de Pentecôte.
Dans sa prédication, la prophétesse Alice Nguessan a indiqué que par l'avènement du Saint-Esprit, une alliance est scellée entre Dieu et l'Église. Je répandais dans mon esprit. C'est Dieu le Père qui est en train de parler. Il ne parlait pas aux animaux. C'est à toi et moi. Ce message est adressé à toi et moi. Je veux que tu pratiques et tu filmes le spirituel. Je ne veux pas le spirituel d'échec. Je veux le spirituel qui permet à l'enfant de Dieu, partout il passe, de triompher. Si tu as trouvé Jésus, si tu as reçu sa puissance, si tu ne travailles pas, le Dieu puissant doit te travailler, trouver du travail, il doit te nommer. Pour renouveler en chacun le dépôt du Saint-Esprit, elle a ensuite conduit un temps de ministère marqué par une forte manifestation divine. À l'issue de ce riche culte, les assistants de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan sont revenus sur l'importance capitale du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. J'aimerais rappeler à tout le monde entier que le Saint-Esprit est là. Depuis 2000 ans, c'est le Saint-Esprit qui nous attend. Le Saint-Esprit est important et capital dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui protège. Le Saint-Esprit enseigne l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit forme l'enfant de Dieu. Il conduit l'enfant de Dieu dans sa bénédiction. C'est un jour exceptionnel pour le monde entier. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les chrétiens, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui n'ont pas encore saisi le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore accepté l'Esprit de Dieu en eux. C'est le moment. L'heure a sonné, Jésus est parti, mais le Saint-Esprit, il est présent. Retour à présent sur la célébration de la fête des mères, l'ONG Petra Rock a organisé à cette occasion une cérémonie de remise de dons à plusieurs mères veuves venues des différentes communes de la ville d'Abidjan. Suivons ensemble. S'il y a une catégorie de mamans que la société ne célèbre pas toujours, c'est bien entendu les mamans veuves. C'est cette réalité que l'ONG Petra Rock essaie tant bien que mal de corriger en initiant à chaque période de fête des mères une grande célébration des mères veuves. La 3e édition du genre, placée sous le thème « Mère veuve, tu n'es pas oubliée », s'est déroulée ce samedi 27 mai 2017 au foyer des jeunes de Bingerville. Près de 500 veuves venues des différentes communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays se sont toutes retrouvées pour partager un moment qui leur était dédié. Certaines mamans veuves de l'ONG Petra Rock ont ainsi saisi cette occasion pour faire des témoignages évoquant les actions de l'ONG dont elles ont pu être bénéficiaires. Quand j'étais enfant, ma première saute clôture pour passer son bac, passer son contrôle, elle est obligée de sortir. Parce qu'ils vont la chasser. Ils font pitié. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Cette grande célébration a été également meublée par des prestations d'artistes, en l'occurrence David Loukezo, Pasteur Robé, H2N et bien d'autres. La fin de cette
grande célébration des mères veuves a été marquée par la remise de fonds à près de 11 veuves de la commune de Cocody, les Oliviers, toujours pour poursuivre sa politique d'autonomisation de la femme veuve. Espérons que l'édition prochaine des Fêtes des mères organisée par l'ONG Petraroc pour les mères veuves va connaître une plus forte mobilisation. Sur le continent africain, au Soudan du Sud, un accord de cessez-le-feu a été signé entre le gouvernement et une faction rebelle. L'accord concerne un État où se déroulent de violents combats depuis plusieurs mois. Cessez-le-feu au Soudan du Sud. L'accord a été signé ce dimanche 4 juin à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle de l'armée de libération des peuples du Soudan basée dans l'état du fleuve Yeyi. Cet accord vient mettre fin à des mois de combat qui ont fait des milliers de déplacés. Au mois de juillet l'année dernière, après les accrochages dans la capitale entre l'ancien vice-président Riek Machar et les forces loyales au président Salva Kiir, le gouvernement a encouragé l'ancien chef négociateur à faire une dissidence et à signer un accord avec le gouvernement, et que lui, en tant que tel, il représente l'ancienne rébellion. C'est ce que Riek Machar rejette en bloc et demande l'ouverture de nouvelles négociations. L'accord comprend un cessez-le-feu permanent, mais aussi l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. À noter que sont prévus également un retour rapide et volontaire des communautés réfugiées dans les pays voisins, ainsi que l'intégration des combattants SPLA-IO dans l'armée nationale. L'accord a été signé par un général de l'armée. Si c'était un vrai accord politique, serait signé par des autorités politiques, et il y a de petits groupuscules dans la région qui opèrent indépendamment les uns des autres. Et on les amène, on les présente en tant que partie de l'SPLM-IO. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont connus, on les amène comme ça et on les présente. La rébellion apparaît néanmoins divisée. Le camp de l'ancien vice-président Riek Machar affirme ne pas reconnaître cet accord ni le signataire censé le représenter. Depuis le début des combats en décembre 2013, 1,8 million de Sud-Soudanais auraient quitté leur pays et les efforts régionaux pour résoudre le conflit n'ont pas encore permis une sortie de crise. Au Rwanda, les candidats indépendants à l'élection présidentielle du 4 août doivent préalablement obtenir le parrainage de 600 citoyens. Pour eux, c'est un parcours du combattant semé de pression. Imana a entamé son tour du Rwanda. Aujourd'hui, il est à Gicumbi. L'aspirant candidat doit convaincre au moins 600 citoyens de le soutenir. La population comprend bien, elle a l'oreille attentive. Quand j'ai la chance que les autorités locales nous s'interposent, ça passe bien, ça se passe bien. Parce qu'il y a d'autres coins où les autorités locales semblent ne pas être informées et nous exigent des choses compliquées. Selon l'opposant, 4 de ses soutiens ont même été intimidés au point de jeter l'éponge. Mais il n'est pas le seul à rencontrer des difficultés. Les hôtels refuseraient d'accueillir la conférence de presse de Gilbert Mwenedata par peur de déplaire au gouvernement. Quand tu es indépendant, donc c'est-à-dire que tu as les idées qui sont aussi indépendantes, je dirais. Donc c'est pourquoi, mais la peur là de quelque chose qui n'est pas du système, tu peux l'avoir très facilement. 2 jours après l'annonce de sa candidature, des photos de Diane Rwigara dénudée ont circulé sur les réseaux sociaux. Elle assure que ce sont des faux et dénonce aussi des pressions exercées sur ses partisans. Certains d'entre eux ont été détenus arbitrairement et les mêmes organismes, c'est-à-dire des officiels du gouvernement et des agences de sécurité, intimident et bloquent les citoyens qui veulent me soutenir. Ils leur disent que voter pour moi est une trahison, un complot contre le pays et son dirigeant actuel. La Côte d'Ivoire a obtenu un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le dernier mandat de la Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité date de 26 ans.
Après 1964 et 1990, la Côte d'Ivoire va siéger pour la 3e fois de son histoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'élection s'est déroulée vendredi 2 juin en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'organisation à New York. 189 pays ont été favorables au choix de Yamoussoukro sur les 192 membres. Pour être élu, il fallait le soutien des 2/3 des votants. Le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. C'est depuis septembre 2016 à New York que le chef de l'État ivoirien avait annoncé la candidature de son pays pour siéger au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, la Côte d'Ivoire occupera l'un des 2 sièges réservés à l'Afrique au sein de l'organe exécutif de l'organisation. Une victoire politique et diplomatique pour l'actuel gouvernement qui depuis plusieurs mois essuie de nombreuses critiques nées des revendications sociales au plan national. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire sort d'une crise post-électorale. Ça signifie que le monde encourage la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction et de réconciliation. Il nous donne une perspective positive que la crise est derrière nous. Il n'y a pas de risque qu'on retombe à nouveau dans des conflits graves et meurtriers. La Côte d'Ivoire a traversé entre 2002 et 2011 une profonde crise politico-militaire qui a conduit à son absence sur la scène internationale. Le pays tentera sans doute de faire bonne figure 26 ans après avoir occupé un poste du genre. Un défi également partagé par l'autre pays non membre permanent, la Guinée équatoriale. Malabo a été élu pour la première fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des intempéries survenues en Tunisie ont causé 2 morts et d'importants dégâts matériels. Le nord tunisien a été balayé lundi par une tempête spectaculaire. 2 morts et d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan dressé mardi par les autorités après les intempéries qui ont touché la Tunisie. Le nord du pays a été balayé lundi par une tempête spectaculaire. Vent, forte pluie et grêle, un phénomène particulièrement rare en cette saison. Dans les commerces et autres établissements, on fait le constat. On a eu pour plusieurs milliers de dinars de dégâts. On en a pour 10 000 dinars, environ 3 650 €. Ça s'est déjà produit cette histoire en hiver et ça nous a coûté cher. Il n'y aura personne pour nous aider ou nous rembourser. Outre les 2 personnes décédées, dont une par électrocution à la Mounaba, en banlieue de Tunis, les autorités font état de plusieurs blessés. Les dégâts matériels ont entraîné la fermeture du service des urgences de l'hôpital de la Mounaba, toujours sous les eaux. Plusieurs voies restent également bloquées par des amas de boue. La commission locale de prévention des catastrophes naturelles reste mobilisée et va évaluer les dégâts et les aides nécessaires, a assuré le ministre des Affaires locales et de l'Environnement. Ouvrons à présent la page internationale de ce journal en nous rendant en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la réforme du Code du travail se fera par ordonnance. Mais que signifie légiférer par ordonnance? Voici des éléments de réponse. Le président de la République, pendant sa campagne, a indiqué qu'il souhaitait, sur la question du Code du travail, agir par la voie des ordonnances. Cela veut dire que nous allons discuter avec les organisations syndicales et patronales du contenu des ordonnances qui seront publiées avant la fin de l'été. Encore une fois, agir par l'instrument des ordonnances, ça n'est pas renoncer à la discussion, c'est organiser une discussion intense avec les partenaires, avec les parlementaires. Et puis il y a un moment où il faut agir. Après une discussion intense, une bonne réforme, c'est une réforme qui est bien pensée, qui est bien discutée et qui ensuite est bien exécutée. Le Premier ministre de Malte, Joseph Muscat, a remporté les législatives anticipées avec près de 55% des suffrages dans leur vote. Les électeurs maltais ont privilégié la prospérité aux affaires. Les électeurs maltais privilégient la prospérité aux affaires pour le plus grand bonheur de cet homme. Cet homme, c'est Joseph Muscat, le Premier ministre travailliste de la Petite Île. Et il vient donc de remporter les législatives anticipées avec près de 55% des suffrages. Une confiance renouvelée malgré les accusations de corruption qui concernent plusieurs membres de son entourage. Ces derniers sont en effet cités dans les Panama Papers, scandale qui avait révélé l'existence de comptes offshore pour des centaines de personnalités à travers le monde. Mais les électeurs ont visiblement préféré récompenser l'excellent bilan
bilan économique de leur Premier ministre. Malte jouit d'une croissance 3 fois plus élevée qu'ailleurs dans la zone euro et d'un taux de chômage historiquement bas. Sur le continent américain, l'île de Porto Rico croule sous une dette de 74 milliards de dollars. Le territoire associé aux États-Unis a entamé une procédure de faillite et les conséquences sur les populations sont énormes. Depuis 3 mois, les étudiants de San Juan à Porto Rico descendent régulièrement dans la rue. L'île caribéenne vient officiellement de se déclarer en faillite et le budget de l'université pourrait diminuer de moitié. Les élèves craignent que ces coupes budgétaires annoncent celles à venir dans d'autres secteurs. C'est un mouvement qui se lève contre toutes les coupes. Pas seulement dans l'éducation, il y en aura aussi de très importantes dans la santé, le logement et d'autres services pour les populations les plus vulnérables du pays. L'île de 3,5 millions d'habitants est en crise depuis 10 ans. Le territoire est associé aux États-Unis, même si ses habitants n'ont pas le droit de vote à Washington. Pendant longtemps, les entreprises qui s'y installaient bénéficiaient d'exemptions fiscales. Ce statut avantageux a disparu en 2006. Mais l'île a maintenu son train de vie en s'endettant. Bilan, une dette colossale de plus de 70 milliards de dollars. L'effet a été dévastateur. Nous avons perdu 10% de la population en 7 ans. En plus, un médecin quitte l'île tous les jours. Les gens qui peuvent se faire embaucher aux États-Unis quittent l'île, tout comme les pauvres qui, en tant que citoyens américains, partent à la recherche d'aide sociale. C'est un désastre. Une commission, chargée par Washington de superviser le redressement des finances de Porto Rico, a demandé des mesures draconiennes. Seront touchées retraite, protection sociale, enseignement ou encore la santé. Le gouvernement local tente de trouver l'équilibre entre remboursement des créanciers et maintien des prestations publiques, alors que 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est cela que nous voulons, arriver à trouver un accord qui reconnaîtra les intérêts de toutes les parties, qui reconnaîtra quels sont les fonds nécessaires pour que Puerto Rico puisse continuer à fournir ses services et qu'elle puisse créer un climat de crédibilité et d'investissement sur l'île. Les Portoricains votent dans quelques jours sur le statut de leur île. Indépendance, État américain ou maintien du statu quo, quel que soit le résultat, le référendum est de toute façon non contraignant. Et les chances sont minces pour que les États-Unis veuillent intégrer en leur sein celle qu'on appelle désormais la Grèce des Caraïbes. Parlons gastronomie à présent sur le continent asiatique. Les mets à base de nids d'hirondelles sont très prisés en Chine. En Birmanie voisine, les oiseaux ne sont plus élevés pour leur chair, mais pour leurs nids qui sont revendus à prix d'or en Chine. Suivons l'ensemble. Des barres d'immeubles pour les oiseaux. Dans ce village du sud de la Birmanie, ces volières poussent comme des champignons et abritent un véritable trésor, des nids d'hirondelles. Car ces amas de bave solidifiées sont aussi un mets recherché en Asie et ils s'échangent pour près de 1 200 € le kilo, l'équivalent d'1 an de salaire ici. Les nids d'hirondelles sont l'un des principaux secteurs d'activité pour Bob Yin et ils sont très populaires. Le premier acheteur, c'est la Chine. Dans ce restaurant chic de Shanghai, le bol de soupe ou le dessert au nid d'hirondelles peut coûter jusqu'à une 60aine d'euros. En Chine, les nids d'hirondelles sont un stimulant traditionnel vraiment connu et apprécié depuis les temps anciens. C'est léger et un peu sucré. C'est bon pour les femmes, les vieux, les enfants et les hommes. Les femmes restent la première cible. D'après la médecine chinoise, ces nids permettent de lutter contre les rides. Les femmes l'adorent parce qu'elles veulent être belles et cela peut te rendre belle. De retour en Birmanie, les villageois ont déserté les falaises qu'ils escaladaient avant au péril de leur vie pour récolter les nids. Aujourd'hui, les hirondelles viennent directement nicher dans les volières, promesse de récolte facile. Le marché mondial des nids comestibles représenterait 5 milliards de dollars par an. Enfin, une note de sport pour refermer ce journal et une note triste. La Côte d'Ivoire et le monde du football est en deuil. Après le décès de l'international Cheikh Ismaël Tioté, le joueur de 30 ans a succombé en Chine des suites d'un malaise survenu à l'entraînement.
Il avait marqué sa carrière de joueur par son talent et son physique. L'international ivoirien de football Cheikh Thioté, décédé lundi 5 juin en Chine, avait porté le maillot de la Côte d'Ivoire entre 2009 et 2015. Il avait rejoint la deuxième division chinoise au mois de février 2017 en provenance du club anglais de Newcastle United. C'était un garçon baroudeur, gentil, très calme, qui donnait tout sur le terrain pour la victoire des éléphants aux côtés de Didier Drogba et Yaya Touré. On l'appelait même le bison. Il déménageait, il partait au charbon et se battait. Dans la vie, on l'a connu lors de son mariage il y a quelques années. Il était un peu calme, il était stressé parce que c'est le cœur. Il voulait vraiment prouver à son épouse qu'il aimait. Il était sans histoire en quelque sorte. Voilà. Après Marc-Vivien Fouet, on plaît encore l'Afrique, un grand footballeur sur le terrain. Né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, Cheikh Thioté a très tôt intégré le centre de formation de CFB, centre de formation Bibo de Treichville. Pour son aventure internationale, il a rejoint le club belge du RSC Anderlecht où il a évolué entre 2005 et 2008. Sur le plan national, le joueur qui évoluait au milieu du terrain avait notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants. Je viens d'une famille modeste, je dois me battre sur le terrain par mon talent pour m'imposer. Il a fait partout où il est passé, que ce soit à Anderlecht, à Newcastle, et même chez les éléphants, parce que souvenez-vous, il a été sacré champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. Il a prouvé avec les éléphants, il a prouvé dans les différents clubs où il est passé que c'était un vrai garçon, un vrai baroudeur. Du RSC Anderlecht, Cheikh Thioté a été prêté au club néerlandais de Roda et de Twente. En 2010, il a été transféré au club anglais de Newcastle United en Premier League. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans ce club. Avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, Thioté a participé aux Coupes du Monde de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. Cheikh Thioté avait rejoint la sélection des éléphants pour la première fois le 13 juin 2009 contre le Cameroun. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.